octobre 1998, il a été le premier Français admis dans ce temple et j'ai eu le privilège de recevoir le trophée en son nom. Mais le plus bel hommage est celui que vous lui rendez tous ici, réunis, pour célébrer les 100 ans d'une société qui a marqué notre époque. C'est le plus vaste rassemblement de passionnés d'une marque jamais vu dans le monde. C'est le plus grand musée automobile à ciel ouvert de l'histoire, certes éphémère, mais bien réel, en attendant qu'un vrai musée soit un jour créé. C'est aussi la plus grande joaillerie en plein air du monde. En effet, vos véhicules sont de vrais bijoux, grâce à vous qui les collectionnez avec amour et savoir-faire. Les voir ici rassemblés montrent combien la marque a été créative et combien vous avez été inventif et méticuleux pour les maintenir comme neufs. Quelle autre marque a créé autant de voitures mythiques? Ici sont-elles la Tipa, l'Autoschmied, la Rosalie, la traction avant conçue par André Citroën avec tous les inventeurs et ingénieurs qu'il a su repérer et mettre en valeur. Et aussi celles qui ont été créées après lui, la 2 chevaux, la DS, la Méhari, la SN, la CX, la C6 et toutes les autres. Lors du vote de la voiture du XXe siècle par les internautes du monde, en l'an 2000, ce fut la seule marque à s'être distinguée par la présence de 3 modèles parmi les 20 voitures les plus votées, la traction avant, la 2 chevaux, la DS. En juin 1919 commence une belle aventure automobile, mais tout a démarré avant, 18 ans plus tôt, avec la fabrication des engrenages à chevrons qui ont inspiré la forme du logo de Citroën. La Première Guerre mondiale commence et Bernard Citroën, son cher frère, meurt dans les tranchées. Un drame pour André, qui, combattant sur le front, se sent exaspéré par le déséquilibre. Les Allemands envoient beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Sans hésiter, il demande une permission à son supérieur pour aller proposer au gouvernement la construction immédiate d'une usine pour produire autant d'obus que l'ennemi. En 4 mois, sur des terrains inoccupés de Javel, cette usine est construite, une réactivité à toute épreuve. Quand la guerre se termine, inspiré par les nouvelles méthodes industrielles qui se développent aux États-Unis, André Citroën transforme son usine d'obus. Il va produire des automobiles à la chaîne afin de réduire les coûts et pouvoir les vendre à un prix accessible. Il veut que la voiture devienne le moyen de locomotion par excellence. Le 4 juin 1919 sort la fameuse Tipa. Nouveau venu sur un marché où d'autres fabricants comme Ford, Renault ou Peugeot existent depuis longtemps, il devient en 6 ans le premier fabricant français et en 10 ans le premier fabricant européen. 100 ans plus tard, les voitures Citroën sont partout. Il m'est d'ailleurs impossible d'oublier mon nom quand je marche dans la rue. À la télévision, à la radio, mon nom résonne lors des interruptions publicitaires. J'ai l'impression qu'on m'appelle tout le temps. Peu d'industries dans le monde ont 100 ans. Cette pérennité a été rendue possible par les équipes formidables des travailleurs, ingénieurs, cadres et dirigeants qui se sont succédés. L'impulsion donnée par André Citroën les a rendus citroënistes dans l'âme et dans le comportement. Comme s'ils faisaient partie d'un clan qui partage une vision, une motivation, un savoir-faire, une complicité. Quelle ferveur chez ceux qui un jour sont entrés dans l'univers de Citroën. Vous, les collectionneurs, les passionnés, m'avez toujours impressionné par votre attachement à la marque et votre admiration envers son fondateur. Un engouement qui laisse parfois la place à de la vénération. Que dire des photos d'André Citroën, surnommé affectueusement le patron, que certains ont collées dans leur voiture? Que dire des pancartes « Merci André » que j'ai pu observer lors de vos rassemblements? André Citroën est une icône, comme le sont dans d'autres domaines Gandhi, Mandela et Jim Morrison. Et comment est-il devenu? Un ami psychanalyste américain, présent d'ailleurs, explique. Alors que la guerre se termine, André Citroën démarre son activité avec enthousiasme, optimisme et détermination. Il transmet une énergie et un espoir que les gens, attristés et déprimés par les effets de la guerre, perçoivent. Son charisme aidant, il montrait que tout était possible et cela a marqué les esprits. Mes publications sur Internet ont généré de nombreux messages sur mon grand-père. Certains mots reviennent. Une inspiration, un esprit, patrimoine national, un génie, un maître de la résilience. Selon le journaliste Philippe Doucet,
André Citroën est guidé par les 3 vertus théologales définies par saint Paul: la foi, l'espérance, la charité. La foi dans l'humanité, l'espérance d'un monde meilleur pour tous, la charité, autrement dit l'amour de l'autre, la bienveillance envers l'autre, qui fait qu'il imagine la voiture comme un instrument qui facilitera la vie de ses concitoyens, qui les rapprochera. Un homme qui n'est nullement attiré par l'appât du gain. Il ne possédait rien en dehors de ses usines. Son appartement de Paris, de Octave Feuillet, était loué, comme la maison à Deauville. Seul comptait sa famille, le succès de ses entreprises et d'être toujours à l'avant-garde. En 1924, quand il lance la croisière noire, la traversée de l'Afrique avec ses nouvelles autochenilles tout-terrain, il voulait ouvrir des voies de communication là où au mieux des pistes existaient, afin de mieux connaître le continent, rapprocher les populations et favoriser le commerce entre elles. En 1931, en lançant la croisière jaune, l'extraordinaire traversée en autochenille de l'Asie, du Liban jusqu'en Chine, mon grand-père voulait que ce soit le test ultime pour les hommes et pour les machines. Il voulait que l'automobile démolisse toute barrière géographique, culturelle et politique. Ce furent des opérations de relations publiques exceptionnelles, puisque les expéditionnaires rapportaient tous les soirs par radio les événements de la journée. Le public pouvait ainsi suivre l'évolution de l'expédition, une révolution dans la communication